Bien, bonjour, c'est Mario Labrec. Je suis courtier immobilier chez Remax Accès depuis maintenant presque 20 ans. Et je voulais commencer, c'est la première fois que je fais un podcast, c'est le premier que je fais. Je voulais commencer par peut-être présenter un petit peu comment j'arrive sur le marché, en fait, un petit peu mon histoire depuis que j'ai débuté à travailler. On va parler directement comme ça. Et comment j'ai commencé, dans le fond, dans les affaires, je me suis lancé assez rapidement quand même. J'ai commencé à travailler, je pense que j'avais 14 ans, si je me souviens bien, au McDonald's, 14 ou 15 ans au McDonald's sur le boulevard Amel à Québec, dans le coin de Place Fleur de Lys. Donc j'ai été, je pense, c'est 3 ans. De mémoire, j'ai été 3 ans au McDo. Puis ensuite, j'ai en même temps, en fait, j'ai commencé à m'amuser dans les autos parce que mon père avait un garage à l'époque, quand je suis né. Là, mon père avait un garage de débossage, peinture et mécanique. Et moi, je suis né au-dessus du garage. On avait un logement qui était au-dessus du garage et on a commencé comme ça. Je suis né là, j'ai travaillé avec mon père tout jeune. Là, je m'amusais plus que travailler. Là. Et suite à ça, ben, on est déménagé quelques années dans le coin de Les Saules. On est revenu à Québec, centre-ville, dans Saint-Sauveur aussi. Et on a commencé à acheter, ben, j'ai commencé ma première auto. En fait, est une auto qu'on avait achetée au genre à 100 là. Et j'avais racheté un derrière ou un devant, une autre carrosserie pour en faire un au complet. On l'avait coupé en deux. Et on avait fait une auto avec les deux. C'était une Honda Civic 76 du derrière et 77 du devant. Donc, j'avais coupé en deux et on a commencé. J'ai commencé comme ça dans l'automobile. J'avais 16 ans là, quand j'ai eu ce véhicule-là, ce premier véhicule-là. Puis, pas longtemps après, ben, je l'ai revendu. Si je me souviens bien, c'était quelque chose comme 550 là. C'était pas cher. Puis, avec ce 550 là, j'avais racheté, si je me souviens bien, une Rabbit diesel, je pense, à 400 qui était en problème. Puis, j'avais, je pense, réparé le moteur, puis la carrosserie, c'est sûr. Puis, encore une fois, revendu. Puis, j'ai commencé comme ça à acheter puis revendre des autos. Et au fil des années, ben, je suis allé chercher, je voulais avoir la licence de commerçant d'auto pour être complètement légal et pas avoir de problème. Puis être capable aussi d'acheter dans les garages directement, parce que quand on voulait acheter dans les garages, quand on n'avait pas de licence de commerçant, c'était plus difficile d'en acheter des véhicules. Et j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un oncle, là, un monsieur qui était directeur de crédit chez Desjardins. Puis ce monsieur-là m'a fait confiance énormément dès le départ. Et on est allé chercher ensemble, on a fait les démarches pour aller chercher la licence de commerçant d'auto. Ça prenait un cautionnement et tout ça. Le monsieur, écoutez, j'avais quelque chose comme 18 ans, si je me souviens, 18 ou 19 ans, 18 ans, si je me souviens bien, quand on a fait ça. Et à partir de là, on a eu la licence de commerçant avec les plaques X de garage et tout ça. Puis j'ai commencé à acheter, revendre. Ça allait quand même bien en général, je vous dirais. Puis au fil des années, ça n'a pas été long non plus que je suis allé chercher la licence de commerçant. J'ai laissé mon monsieur qui était hyper gentil de m'avoir débuté en affaires. Je l'ai laissé pour partir directement moi-même avec la licence de commerçant. Par l'intermédiaire, quand même, avec l'aide de mon père et ma mère là, à l'époque. Mais on n'avait plus j'avais plus affaire avec d'autres personnes en dehors de moi et la famille. Donc, j'ai continué comme ça. Mon père avait un garage encore qui n'était pas commercial, qui était quand même un garage privé, mais on pouvait travailler dedans parce que c'était permis dans ce coin-là. Et on travaillait, on faisait des réparations d'auto pour nous. C'était les véhicules que j'achetais, que je réparais, que je revendais. Donc, on faisait tout ça. Et au fil des années, ça a grossi, ça a grossi. Je faisais laver les autos parce que, bon, quand on terminait les réparations, ça prenait un grand ménage. J'avais trouvé une place pour les faire laver. Je les faisais laver. Ça coûtait quand même cher à l'époque. Et à un moment donné, à force d'en faire, j'ai dit, bon, ben, pourquoi que je le fais pas, tu sais, je m'organise pas, je m'équipe pas pour le faire moi-même. Et
Suite à ça, j'avais acheté l'équipement complet de lave-auto. J'avais loué un autre garage pour faire un lave-auto parce que j'avais des connaissances, des amis qui étaient dans l'automobile aussi et qui faisaient laver des autos également dans des lave-autos. Donc, j'ai récupéré ces clients-là, moi, pour débuter en affaires au niveau du lave-auto, puis plus mes autos à moi. Fait que ça faisait quand même une bonne transaction, je pense, au final, parce que j'ai éliminé un intermédiaire et je le faisais moi-même, en plus d'aller chercher la clientèle, la nouvelle clientèle. Et ça a bien été. Je suis allé louer un garage à Saint-Augustin, Saint-Augustin-de-Desmaures, proche de Québec quand même, qui est quand même une banlieue maintenant encore, qui est pas fusionnée avec Québec, qui a été défusionnée avec l'ancienne Lorette, si je me souviens bien en même temps. Et j'avais loué ce garage-là, deux portes de garage, un grand stationnement, le bureau, pour officiellement partir avec une cour d'auto en vente, le lave-auto, une autre porte pour faire les réparations. Donc, on était bien situés, bien équipés, puis ça allait bien. Il y a eu quelques années après des réparations de la route 138 parce qu'on était situé sur la route 138 et la route 138 a été fermée pendant quelques mois. On avait mangé nos bas un petit peu quand c'est arrivé parce que en même temps, moi, dans les mêmes années, dans la même année, je me construisais une maison. Donc, je sortais de l'argent et il n'en rentrait plus au garage. Donc, j'avais mis de côté des employés à l'époque parce que on n'était plus capable on n'avait pas de clients de toute façon. La route était fermée. Puis, on n'avait pas besoin de gens autres. Donc, on avait slacké des employés pour s'en occuper nous autres mêmes. Mais comme je vous dis, on avait mangé nos bas à l'époque. Ça avait quand même. On avait réussi à passer au travers puis à continuer quand même dans notre chemin. Mais c'est jamais revenu après. C'est jamais revenu comme c'était avant que la route 138 soit fermée. Les gens ont pris d'autres habitudes, ont changé leurs habitudes. Ils sont allés probablement ailleurs et ils ne sont pas revenus non plus. Donc, ça avait été plus difficile. Fait qu'en 96, j'avais fermé ça. Et c'est un drôle d'adon, là. J'avais fermé en même temps que la bâtisse s'est vendue où j'étais. Donc, moi, j'étais locataire. Les propriétaires ont vendu. Donc, ça a tombé que j'ai dit, bon, je fais quoi exactement? Fait que j'avais pris un pas de recul et je m'étais construit un garage à la maison pour travailler au garage à la maison directement. Tout ce temps-là, ben, mon père travaille avec moi, travaille au garage, puis même chez nous. Ensuite, il venait travailler tous les matins. On faisait un véhicule par jour à peu près. Là. On préparait le matin, le midi, on partait dîner, puis après ça, moi, je travaillais, j'allais dans les cours de garage, j'allais dans les garages pour racheter des véhicules pour continuer le roulement de l'inventaire, avoir d'autres autos à vendre et à réparer également. Donc, quand je revenais le soir, ben, s'il y avait de la peinture à faire, je le faisais avant d'aller me coucher. Puis le lendemain matin, on sortait le véhicule, il était prêt à mettre dans le cours pour mettre en vente. Donc, on recommençait un autre. C'était à peu près un par jour qu'on passait quasiment à tous les jours là, de la semaine. Des fois, la fin de semaine, ben, j'en faisais aussi parce que il fallait que l'inventaire roule. Les montants sont quand même importants dans l'automobile et l'inventaire devait rouler. Donc, je continuais, je mettais en vente. Les fins de semaine, j'avais des 25-30 annonces dans le Journal de Québec dans le temps parce que c'était là qu'était le marché. Maintenant, c'est plus pareil. Il y a Internet, puis c'est différent. Mais quand j'ai fait ça, ça a vraiment bien été. J'ai monté, je pense, à une centaine de véhicules dans le cours. C'était pas toutes des belles autos, mais il y avait un marché, puis j'avais pas de misère avec ça. Quand j'avais fermé le garage, ben, je travaillais chez nous, puis j'avais loué une cour d'auto qui était à l'ancienne Lorette aussi. Puis j'avais juste une cour, je mettais les autos. J'avais pas de bureau, j'avais rien pour partir. Donc, les gens m'appelaient, demandaient des informations. Puis quand ils étaient intéressés, je leur donnais l'adresse. Ils allaient voir l'auto. Je lui disais, va voir l'auto, il n'y a pas personne là, il n'y a pas de bureau, il n'y a personne là, il y a juste les autos. Fait que tu peux faire le tour de l'auto, pencher en dessous, regarder, faire le tour. Il n'y a pas personne qui va t'achaler. Et suite à ça, si tu es intéressé de l'essayer, ben tu m'appelles et 10 minutes à peu près, je suis là. Donc, j'avais un appel, les gens étaient là,
Je partais, 10 minutes, j'étais là. Les gens faisaient le tour de la rue avec l'auto. Ça faisait l'affaire parce que généralement, elle était en ordre quand elle était mise en vente. Fait que les gens faisaient le tour. Je savais que s'ils m'appelaient parce que l'auto leur plaisait, la plupart du temps, je la vendais quand j'arrivais dans le cours. Donc, je leur vendais, je lui faisais les papiers sur le hood de l'auto, sur le coffre, dans l'auto quand il faisait mauvais. On faisait les papiers, puis les gens partaient avec l'auto, ils me payaient. J'avais même le débit, le paiement direct avec moi, puis on faisait ça, puis c'était réglé. Donc, je vendais l'auto de cette façon-là. Toutes les autos, plusieurs années, j'ai fait ça. J'ai commencé, comme je vous dis, en 96, si je me souviens bien, à faire ça. Puis, rendu en 2002-2003, c'était plus difficile de financer parce que dans les autos qu'on vendait, c'était la plupart du temps, c'était 5 000 et moins. Et au niveau prêt, c'était difficile de plus en plus d'avoir les prêts. Les banques, les caisses référaient ces clients-là qui voulaient acheter quelque chose à 5 000 et lui disaient, ben, pourquoi tu ne vas pas te louer, t'acheter une Hyundai Accent qui annonçait à 149 par mois, garantie full. Donc, ça m'a énormément nuit à ce niveau-là, le 149 Puis là, je voyais ça venir, le marché de la location, parce que ça débutait et ça allait nous nuire à cause des garanties. Puis c'est normal, là, le produit, quand même, à 149 par mois, c'était quand même pas cher. C'était pleine garantie tout le temps de la location. Donc, les gens s'en allaient là parce que les banques, eux autres, se protégeaient de cette façon-là. S'ils prêtaient 5 000 pour acheter une auto, puis que l'auto, je sais pas moi, la semaine d'ensuite, le mois d'ensuite, brisait parce qu'il y avait un starter, un alternateur qui sautait, ben les gens qui achètent un véhicule pas cher, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils ont mis tous leurs sous pour acheter le véhicule, ils n'en ont plus pour le réparer. Fait que dans ce temps-là, ben, ils réparent l'auto, puis ils sautent le paiement à la banque. Fait que la banque était pas folle, ils ont dit, au lieu de faire ça, va te louer à 140 par mois, ça va régler ton problème, puis tu vas être garanti. Fait que j'ai vu ça s'en venir et c'est ce qui a fait que je suis parti un petit peu dans l'immobilier. J'ai regardé mes options. Puis j'ai décidé tout d'un coup, l'immobilier m'intéressait, j'avais construit ma maison, j'ai fait quelques projets. Mon père était toujours manuel, fait que j'étais tout le temps là aussi avec lui à faire plein de choses. Et ça m'a emmené à l'immobilier. J'ai pris les cours pour être courtier immobilier. Et c'était 12 semaines intensifs, par exemple. C'était de 6h30, 18h30 à 22h30 tous les soirs la semaine. Et une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche également. C'était les jours au complet. Donc, c'était 12 semaines. C'est un bout à traverser, mais j'ai quand même pas une misère. Puis j'ai aimé ça, d'apprendre tout l'à côté de l'immobilier, de plus en profondeur, autrement dit. Et ça m'a donné le goût de me lancer là-dedans. Donc, ce que j'ai fait les cours, j'ai fait l'examen, j'ai passé, j'ai eu le permis. Et ensuite, je me suis présenté chez mon banquier avec qui je faisais affaire pour le garage, simplement pour remettre ma carte d'affaires pour dire, tiens, je vais commencer à vendre des maisons également. Donc, je ne fais pas juste de l'automobile, mais j'ajoute le côté des maisons immobiliers, autrement dit, avec l'automobile. Et le gars, il m'a pas rien dit de spécial. Il était bien correct. Ah oui, bon, c'est parfait, OK, c'est beau. Et quelques jours après, si je me souviens bien, il envoie un huissier, il rappelait les marges de crédit du commerce. Donc, donc, lui, il avait pris ça comme si j'allais abandonner l'automobile. Je ne sais pas trop comment il l'a pris, mais il n'en a même pas parlé. Il m'a pas posé de questions, il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas dit, ben écoute, si tu fais ça, on va faire ça. Pas en tout. J'ai eu, comme je vous dis, des lettres de huissier, tout simplement, puis il fallait rembourser la marge de crédit. Donc, on a liquidé de l'inventaire pour arriver à rembourser les marges de crédit. On a réglé avec eux, puis finalement, je me suis lancé tête première dans l'immobilier à temps complet, sans s'occuper de l'automobile. Et je pense qu'au final, c'était quand même une bonne affaire ce que j'ai fait. Je me plais également dans l'immobilier. Ce que j'aime dans l'immobilier, c'est que on n'a pas besoin de supporter l'inventaire. Donc, dans l'automobile, ben, il faut acheter les véhicules, il faut les mettre dans le cours, il faut attendre les ventes. En immobilier, on n'a pas besoin d'acheter les maisons. Les clients, les propriétaires sont déjà propriétaires de leur maison. Ils nous
confient la vente de leur maison. Donc, on n'a pas à supporter l'inventaire. Ce qu'on a à supporter, c'est les dépenses de publicité. Et je vous dirais que pour un courtier immobilier, c'est ça qui coûte cher. C'est la publicité qui est alentour de tous les contrats qu'on a. Donc, il faut payer de la pub. Là, c'est différent aujourd'hui encore là. Avec Internet, il faut changer les budgets de place. Il faut constamment se renouveler en publicité. Il faut constamment penser à voir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire pour se démarquer des autres courtiers. Mais au final, je pense que je réussis quand même bien à faire ce travail-là. J'aime ça. Je pense qu'il faut en manger également parce que c'est du 7 jours, 7 soirs. Mais dans l'automobile, moi, je vivais la même chose. Comme je vous dis, j'ai juste changé les autos pour les maisons parce que je travaillais autant le samedi soir. Moi, les gens m'appelaient, ils avaient besoin d'un véhicule. J'allais au garage les rejoindre, je leur vendais l'auto, puis ils repartaient. Je revenais chez nous, il y avait un souper, on avait des gens, on avait invité des gens. Exemple, ben moi, je partais pendant le souper, puis j'allais vendre des autos. Il y a des amis, des fois, qui ne comprenaient pas tout le temps. Ben voyons donc, on mange, laisse faire ça. Mais en même temps, c'était mon gagne-pain. Le souper qu'ils mangeaient, c'était payé par celui qui m'attendait au garage. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai toujours travaillé de cette façon-là. On s'occupe des gens, on s'occupe des clients puis des potentiels qu'on peut avoir. Donc, c'est ce que j'ai fait. En immobilier, ça a bien démarré. J'ai fait mes choses assez rapidement, mais je travaillais fort à tous les soirs, à tous les jours, des téléphones, des lettres. Je me suis vraiment lancé euh, à tête première dans le projet. Puis finalement, ça a quand même porté fruit. J'ai fait plusieurs années. Puis à un moment donné, il y a une autre bannière qui m'avait approché qui s'appelait Nouvelle Demeure, équipe Nouvelle Demeure. Et ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. C'était des gens, le fun à travailler, ça a bien été. Par contre, eux autres avaient des projets de maison neuve et la neuve fonctionnait énormément dans ces années-là. On parle des années à peu près 2012, 13, 14, si je me souviens bien, là, dans ce coin-là. Et les projets de construction allaient bien. Puis eux autres faisaient beaucoup de construction neuve avec des contracteurs. Donc, ils avaient des terrains qu'ils développaient et revendaient à des contracteurs. Et puis quand des contracteurs construisaient une maison, Nouvelle Demeure s'occupait de vendre la maison. Et là, l'entente était que eux, quand ils vendaient une maison, puis que les gens avaient déjà leur maison, ben s'ils mettaient en vente avec un courtier, ce qu'ils faisaient la plupart du temps, parce que les gens de Nouvelle-Demeure disaient, ben, je te réserve ton terrain à condition que tu nous donnes ta maison à vendre, ben moi, j'étais privilégié sur ces maisons-là. Autrement dit, tous ces contrats-là étaient transférés à Mario Labrec, tout simplement. Fait que j'avais cette clientèle-là automatique plus les ententes qu'on avait à l'interne au niveau Nouvelle Demeure. Donc, j'étais rendu avec une équipe, on était 4, 5, 6 courtiers, si je me souviens bien, 6 courtiers à un moment donné. Et plus, on avait deux secrétaires réceptionnistes là, au bureau. Donc, j'ai fait ça. Ça a bien été jusqu'à ce que Équipe Nouvelle Demeure se fusionne avec ce qu'on appelle Sutton, le groupe Sutton. Et là, j'ai pas aimé la façon de faire. Puis je vais passer, je vais passer mes commentaires là-dessus parce que je veux pas avoir de problème. Mais j'ai pas aimé les façons de faire de Sutton et je n'ai pas aimé du tout comment ça fonctionnait. Donc, un an après la fusion, moi, je suis retourné chez Remax Accès. Je n'ai pas été chercher ailleurs, j'ai pas regardé ailleurs, j'étais bien. Et j'ai remis les pieds chez Remax Accès. Toujours là depuis ce temps-là, j'aime bien, c'est le fun, l'ambiance est tout le temps le fun, on est bien à côté, on est bien encadré. Puis quand on a besoin, on a des réponses et tout ça. Ce que j'avais également chez Nouvelle Demeure, mais ce que j'avais plus chez Sutton quand il y a eu la fusion après, c'était pas le cas. C'était vraiment pas le fun à travailler là-bas. Donc, probablement parce que j'avais connu mieux, mais les gens qui sont encore chez Sutton, probablement qu'ils trouvent ça bien. Mais moi, j'avais connu d'autres choses, donc ça ne m'intéressait plus d'avoir tous ces problèmes-là chez Sutton. Donc, je suis retourné chez Remax, j'ai reparti la machine, on a continué. Et là, bon,
ça fait déjà quelques années de ça, là. Et il y a eu d'autres problèmes que je vous raconterai dans d'autres podcasts. Je voulais juste vous situer un petit peu sur mon histoire, comment j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a amené à l'immobilier, qu'est-ce qui fait que je fais des podcasts aujourd'hui. C'est encore une autre façon, je pense, de se démarquer. J'ai fait des YouTube aussi. J'ai un canal YouTube qui est quand même intéressant. J'ai beaucoup de vidéos d'enregistrer. Il y en a d'autres qui vont sortir que j'ai préparées. J'en sors idéalement au moins un par semaine, des fois deux par semaine en vidéo. Le podcast, je veux faire la même chose, au moins un à deux par semaine, pour justement créer une habitude, puis des gens qui ont des questions, autant sur la chaîne YouTube que sur le podcast lui-même, ben il n'y a pas de gêne, vous pouvez me les poser n'importe quand, il n'y a aucun problème, puis je pourrais vous répondre soit directement ou par un podcast que je pourrais vous faire pour répondre aux questions des gens. Et à un moment donné, on va faire des lives aussi. Je suis en train d'équiper le studio parce que je suis parti de rien, rien, rien là-dedans. Puis je voulais pas faire quelque chose avec un téléphone tout croche, puis un son qui est bizarre, puis tout ça. Quand je fais quelque chose, normalement, je le fais bien ou je le fais pas. Je me suis lancé là-dedans, je me suis équipé, je vous dirais, d'un studio vidéo et là, je m'équipe d'un studio son également. J'ai presque terminé cette étape-là également. Fait que je pense que je m'arrange, moi, tout le temps pour faire les choses comme il faut quand j'en fais. Puis j'aime autant pas les faire si je les fais pas comme il faut. Fait que tout ça pour dire que je vais vous revenir avec d'autres podcasts, c'est certain. Idéalement, un par semaine, probablement deux que je vais tenter de faire. Peut-être, je vais voir avec les durées des podcasts, qu'est-ce que ça dit au niveau commentaires, parce que j'aimerais ça avoir vraiment vos commentaires, si ça vous intéresse d'en savoir plus, les questions, qu'est-ce qui vous intéresse. Je suis quelqu'un qui peut vous expliquer de A à Z au niveau courtage immobilier, comment ça fonctionne à l'interne, à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière? On n'a pas vraiment connaissance de ça. Les gens ne sont pas vraiment au courant. Quand je rencontre des clients, je suis le seul, ce qu'ils me disent, je suis le seul à leur expliquer comment ça marche réellement le courtage immobilier au niveau des courtiers à l'interne. Donc, l'entre-gens que ça prend, les courtiers, les autres courtiers, ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire là, mais les autres courtiers, c'est mes meilleurs clients parce qu'à 80-85% des transactions qu'on fait, c'est d'autres courtiers qui sont impliqués dans la transaction du côté acheteur. Donc, l'exemple, c'est que moi, j'ai le côté vendeur, donc j'ai la pancarte en avant de la maison, et 80-85% des chances, c'est un autre courtier qui va venir vendre cette propriété-là. Donc, ces courtiers-là, c'est mes meilleurs clients. Il faut dire ça comme ça. Alors que beaucoup de courtiers pensent l'inverse. C'est des compétiteurs tout le temps. Donc, je pense que c'est probablement ça qui fait que j'ai quand même un certain succès à ce niveau-là. Je pense que les meilleurs clients sont les autres courtiers. Le marché, il est là. À Québec, je pense qu'il y a 1700 courtiers, je pense, actifs présentement. Ça fait un énorme marché potentiel pour des clients qui ont des maisons en vente. L'avantage de faire affaire avec des courtiers est justement d'être ce qu'on appelait à l'époque interagence, c'est d'avoir la chance d'avoir tous les autres courtiers qui peuvent travailler sur la même maison et ce, peu importe la bannière. Donc, ça amène la clientèle directement. Je pense que ça vaut la peine, puis j'y crois parce que je suis encore là, puis je le fais encore de la même façon. Et quand je l'explique aux clients, quand je rencontre des clients vendeurs, ils comprennent et ils se demandent tout le temps, ils me disent tout le temps, mais pourquoi on ne m'a pas expliqué ça? Pourquoi on ne me dit pas comment ça marche? Tu sais, au niveau du système de paye, au niveau du partage de rétribution, ça, également, je pourrais faire un podcast là-dessus parce que c'est particulier au niveau du courtage immobilier, comment ça fonctionne, comment les courtiers voient ça, le partage de rétribution. Celui qui s'occupe de l'acheteur, il gagne combien? Celui qui s'occupe du vendeur gagne combien? Comment on fait pour établir le partage? Tout ça, ben si ça vous intéresse, là, laissez-moi savoir dans les commentaires, écrivez-moi, peu importe. Vous savez comment me rejoindre, là, c'est très facile. Si vous tapez Mario Labrec, courtier immobilier, vous allez me trouver facilement sur Google ou peu importe, sur YouTube, Facebook ou toutes les autres plateformes. Là, je suis en train de m'installer pas mal partout au niveau podcast, au niveau vidéo. Donc,
je vous reviens avec d'autres podcasts. Je suis bien heureux d'en avoir fait un, puis je pense que ça devrait fonctionner cette fois-là, parce que le premier, j'ai pas réussi à faire l'enregistrement comme il faut. La carte SD n'était pas assez rapide pour enregistrer ce que j'enregistrais. Donc, j'avais des coupures, puis ça a causé des problèmes. Fait que c'est pour ça que j'ai été obligé de le recommencer, mais je pense que j'ai bien réussi à livrer ce que je voulais dire dans le premier. Si vous avez des questions, vous me rejoignez, peu importe la façon que vous allez prendre pour me rejoindre, c'est assez facile, c'est simple, il n'y a aucun problème. Vous m'appelez, vous m'écrivez en commentaire, n'importe quoi. On est là pour ça, c'est pas un trouble. Donc, à la prochaine. Laissez-moi savoir quel genre de podcast que vous aimeriez. Je suis là pour ça. Merci beaucoup et bonne journée.